Bonjour professeur, merci pour cet épisode 10. Qu'en est-il de ce variant dont tout le monde parle et qui fait des ravages en Inde, le variant indien? Donc le variant indien, il a des mutations comme tous les autres variants, notamment on y retrouve la même mutation que dans le sud-africain, là, en position 484. Il y en a quelques autres de plus, dont une autre en position 452, mais peu importe. On ne sait pas encore très bien s'il est réellement plus contagieux. Il est clair que ce qui a donné cette explosion de cas en Inde est largement lié à des facteurs démographiques, politiques, etc., plus probablement qu'à des particularités virologiques. C'est en cours d'investigation. Il est clair que les virus évoluent vers une plus grande infectivité, c'est naturel. Est-ce que c'est ça qui a été déterminant dans ce très grand nombre de cas qu'on observe, ou plutôt une difficulté à mettre en place toutes les mesures de distanciation dans ce pays? L'avenir nous le dira. L'immunité collective avait été fixée à 70% de vaccination. Reste-t-elle l'objectif ou les variants changent-ils la donne? Non, ça reste tout à fait l'objectif. Disons que les variants rendent plus compliqué la tâche d'atteindre cet objectif, mais l'objectif reste 70 à 80%. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui doit être uniforme, c'est-à-dire que si dans certaines tranches de population on atteint 80%, mais que dans d'autres tranches on est à 0%, ça ne convient évidemment pas. C'est d'ailleurs ce qui se passe en Inde. On a l'impression qu'on avait atteint dans certaines banlieues pauvres des grandes villes une immunité collective, parce que dès les premières vagues, ces personnes avaient été massivement touchées, mais il restait des zones entières de la population qui n'avaient pas du tout été touchées, et donc globalement on était très très loin de l'immunité collective. Donc c'est quelque chose qu'il est difficile d'atteindre de façon homogène. Les variants, à mon avis, ne changent pas fondamentalement la donne, mais vont rendre la tâche un peu plus compliquée. Il y a des vaccinés qui sont réinfectés. Une période particulièrement à risque serait située entre les deux doses, quand les patients vaccinés relèveraient la garde. Scientifiquement, quelle est la protection après la première dose? Pour revenir sur le début de la question, donc c'est clair que c'est une période critique parce que d'une part les personnes relèvent la garde, mais aussi parce que pour être vaccinées, elles vont se rendre massivement dans des centres de vaccination, et donc on a beaucoup de personnes qui sont contaminées au moment de leur vaccination et dont le diagnostic de contamination est posé quelques jours après la première dose. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en partie en Inde, on fait des vaccinations de masse où des personnes se contaminent. Alors évidemment, on estime que la protection commence à se mettre en place plus ou moins 2 semaines après la première dose. C'est au départ surtout une protection vis-à-vis des formes très sévères, donc c'est les lymphocytes T qui vont permettre d'éviter les formes sévères, c'est des anticorps peu neutralisants, ce qui veut dire que la circulation du virus, le nombre de diagnostics n'est pas encore fortement réduit par la vaccination, et on estime qu'on a une protection de l'ordre de 50 à 60% maximum, toute forme de sévérité confondue. Et c'est la deuxième dose qui apporte le complément de protection. Voilà, c'est la deuxième dose d'une part, mais c'est aussi le temps, c'est-à-dire que la protection maximum conférée par la dose de vaccin, par la première dose, n'est atteinte qu'après plusieurs semaines. Évidemment, la deuxième dose va renforcer cet effet et surtout jouer sur la durabilité de la protection. Venons-en au vaccin. On évoque une troisième dose de Pfizer. Allons-nous devoir nous faire vacciner chaque année? C'est possible, c'est ce que dit le CEO de Pfizer, M. Bourla, qui prédit la nécessité de cette troisième dose, donc c'est tout à fait probable. L'intérêt de cette troisième dose, il sera double, peut-on dire. Ce sera d'une part, on sait que l'immunité décline au fil du temps, notamment la concentration des anticorps neutralisants, donc ce sera rendre un coup de boost, si je puis dire, à ces anticorps neutralisants, mais aussi prendre en compte les variants. Et donc il est bien évident que si troisième dose il y a, ce seront des doses qui comprendront les variants, les nouveaux variants les plus problématiques, notamment ceux qui contiennent cette mutation en position 484. Et il y a déjà toute une série de stratégies où on aurait une même dose de vaccin qui comprend des RNA messagers codant pour toutes ces mutations. Il y a même des stratégies visant à combiner le vaccin contre la grippe avec le rappel de vaccin contre le Covid. Donc tout ça suit son cours. Je pense qu'il est tout à fait, me semble-t-il, normal de prévoir cela, parce qu'il est très possible qu'on en ait besoin, mais l'avenir nous le dira. Cette troisième dose est évoquée alors même que Johnson arrive avec son vaccin en une dose. Bataille de marketing? Oui et non, c'est deux stratégies différentes. Je crois que l'idée avec le Johnson en une seule dose, c'était frapper un grand coup pour donner un coup d'arrêt à l'épidémie, sachant que ce qui fait émerger les variants, c'est la circulation du virus. Donc si on arrive d'un coup à éteindre le feu,
on n'aura pas besoin évidemment de deuxième et troisième dose. Maintenant, voilà, il semblerait qu'on ne va pas y arriver, me semble-t-il, avec une seule dose. Donc je crois que c'est deux approches différentes qui ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives. Pour AstraZeneca, le feuilleton continue. Le vaccin semblait avoir été blacklisté par l'Europe, et voilà que son administration est étendue à partir de 41 ans. Pourquoi 41 ans? Ça, c'est évidemment l'interprétation des modèles. Donc le fond du problème, c'est quoi? D'une part, les événements très rares dont on a beaucoup parlé, ces événements thromboemboliques, ont surtout été observés chez des jeunes, et que d'autre part, la mortalité du Covid, elle est surtout observée chez les gens plus âgés. Et donc on fait tourner différents modèles d'ordinateurs qui vous disent que si vous avez par exemple plus de 55 ans, vous avez 600 fois plus de chances de mourir en n'étant pas vacciné du tout qu'en recevant le vaccin AstraZeneca. Par contre, si vous prenez des 20-29 ans, on est relativement à une parité des risques, c'est-à-dire que le risque de mourir de Covid dans les 6 mois qui viennent quand on a 20-29 ans est tellement faible que les effets secondaires très rares dont on a parlé s'équivalent plus ou moins. Et donc, à partir de là, on met le curseur là où on veut, en fonction de sa sensibilité. Et certains pays ont choisi de le mettre très loin, en disant on ne va vacciner vraiment que les sujets très âgés, où on est proche de ce ratio de 600 dont je viens de parler. Mais là, c'est une question de sensibilité personnelle. Et voilà, maintenant, ce qui est un peu triste, c'est cet effet de cacophonie, ou pourquoi dans certains pays ça va être 41 ans, pourquoi 65, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire qu'il y a une sorte de gradient, je dirais, de bénéfice-risque, hein, qui va augmenter au fur et à mesure où les gens vieillissent, mais compte tenu du fait qu'on n'a pas assez de vaccins, si on met ce gradient beaucoup trop loin, si on met le curseur beaucoup trop loin, on n'aura pas assez de vaccins pour tout le monde, c'est tout. Le CSS a à nouveau modifié son avis sur la vaccination des femmes enceintes. C'est un sujet touchy? Oui, bien évidemment, la grossesse et l'impact sur les bébés est un sujet extrêmement symbolique, plus que touchy, et très important. Ce qu'il faut évidemment souligner, on s'en réjouit, c'est que là, on est passé d'une contre-indication absolue à une contre-indication relative, à pourquoi pas les femmes enceintes, mais nous ne le recommandons pas nécessairement, à maintenant les considérer comme un groupe prioritaire dans la vaccination, ce qui est tout à fait logique, compte tenu des données qu'on a accumulées ces derniers mois concernant le risque tant pour la femme que pour son bébé de l'infection par le Covid, et d'autre part de l'innocuité des vaccins ARN messagers chez les femmes enceintes. Là aussi, il y a eu une adaptation par rapport au vaccin adénovirus, puisque il y a relativement peu de femmes enceintes de plus de 41 ans, et donc probablement que dans le cadre de la grossesse, on parlera surtout, en tout cas dans l'état actuel des connaissances, des vaccins ARN messagers, c'est-à-dire Pfizer et Moderna. Alors que le débat est sans fin sur le retour en présentiel des ados à 100% à l'école, où en est-on dans la recherche sur les vaccins chez les enfants? Donc là aussi, ça avance, hein. Pfizer est à nouveau à la pointe. Une étude de phase 3 a déjà eu lieu sur les adolescents. Elle va être soumise très prochainement à la FDA et à l'Europe. Il y a eu 3000 ados de 11 à 16 ans qui ont reçu le vaccin de Pfizer, avec la moitié placebo, la moitié vaccinée. 18 ou 19 cas de Covid dans le groupe placebo, 0 cas dans le groupe vacciné, avec des effets secondaires qui sont totalement acceptables et analogues à ceux qu'on observe chez des jeunes adultes. Des études vont débuter, mais à ma connaissance ne le sont pas encore, sur des enfants de 6 mois à 11 ans, où on va avancer par tranche d'âge décroissant. Donc on va d'abord vacciner des enfants qui ont entre 6 et 11 ans, et puis des plus petits, parce que ce qu'on redoute, c'est vraiment un profil de réaction immunitaire vraiment trop intense, qui pourrait être inacceptable dans la vaccination des enfants. Donc on y va prudemment, en commençant par les plus âgés et en allant vers les plus petits. Pour permettre un contrôle de l'épidémie, il faudra passer par la vaccination des enfants? C'est probable, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on a 70 ou 80% de couverture chez les plus âgés, mais 0% chez les jeunes, on va garder un foyer là-bas à partir duquel tout peut arriver, y compris l'émergence de nouveaux variants. Donc il est probable qu'il va falloir atteindre là aussi un seuil d'immunité. Pas nécessairement que les jeunes soient plus contagieux, mais par les modes de vie, la vie scolaire, les réunions, etc., le virus va continuer à circuler de façon intense dans ces groupes d'âge-là et restera en permanence une menace pour un démarrage de l'épidémie dans les mois qui viennent.